Bah déjà bonsoir à tous, hein. Merci d'avoir, comment dirais-je, attendu jusque là. Enfin en tout cas ceux qui tiennent encore. Attends, c'est pas fini, hein, C'est la pas soirée. fini en effet, puisqu'on Il est en a que encore, minuit. il y a encore 3 heures de conférence en 3 heures, fait, ouais. ce qui va être quand même relativement sympathique. Il y a de très beaux sujets derrière, et puis je pense que même en ce moment, le hacking social Ah oui, non, doit là, c'est un déchaîner les sujet, foules sur le flux 2. Donc, je me présente, donc Guillaume Jacques, je suis ingénieur thermique industriel dans le bâtiment. Comment dirais-je, j'ai 10 ans de bureau d'études dans les pattes, ce qui m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses. Parce que on a beau dire, on apprend beaucoup de choses à l'école, mais c'est loin d'être ce qui est le ça fait une plus bonne base. pertinent. Voilà, Ça fait la base pour permettre d'apprendre plein de choses après. exactement. Donc voilà. Donc maintenant, je bosse toujours dans le bâtiment, mais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je suis les travaux. Donc voilà. Donc c'est un peu ma formation. Puis vous allez voir bah, mon premier travail. Donc la climatisation et le chauffage. Je vais essayer de vous faire un petit aperçu historique et puis technique. Alors beaucoup de choses sont connues, pas nécessairement de la bonne manière, mais voilà. Donc, je vais vous d'abord faire quelques rappels sur des définitions qui sont, comment dirais-je, relativement importantes, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la base de tout, ça reste quand même les phénomènes physiques-chimiques. Et le premier, c'est la chaleur. Donc, la chaleur, c'est une sensation. C'est une sensation qui nous permet de déterminer, c'est un passage d'énergie entre un état A et un état B. La chaleur, cette énergie nous permet comment dirais-je, euh, comment expliquer ça? La chaleur, parce que j'ai des slides, mais bon, je pars un peu en sucette. Ça nous permet de nous donner des informations sur Bah, l'environnement. voilà, c'est des informations sur un état d'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quel que soit le corps qui existe, c'est un corps qui est en perpétuel mouvement. Plus il est en mouvement, plus il produira de chaleur, plus il sera stable, c'est-à-dire que les molécules ne bougeront pas, plus en fait il absorbera de la chaleur. Donc en fait, la chaleur, c'est une forme d'énergie et une sensation. Nous, on le sent comme une sensation, mais voilà. C'est une représentation de transfert d'énergie. Exactement, tout simplement. Donc la quantité d'énergie thermique, donc la chaleur, hein, est donc mesurée en calories. Globalement, les valeurs qui sont indiquées là sur le slide, c'est les valeurs génériques dans le système international, qui sont l'équivalent du passage d'un degré de 14,5 à 15,5 à une température, enfin d'un degré de température à une pression constante. Ce qui est très important, puisque ce qu'il faut savoir, ce qu'on verra un peu plus tard, c'est que le transfert d'énergie en thermique est toujours dépendant à la fois de l'énergie, mais aussi de son environnement. Parce que tout ne peut pas se faire à équivalent. Oui. Juste, je t'interromps parce que je vois que tu parles de calories, il y a des joules, etc. Mm. Il y a eu quand même une uniformisation sur ces unités-là pour passer dans un système international et donc une sorte de redéfinition, entre guillemets, de ce que était de la chaleur en passant de la calorie à la joule. Alors, pas vraiment. En fait, il n'y a pas eu c'est le système international qui a été mis en place. C'est plus une harmonisation pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir faire des comparatifs scientifiques et surtout de résultats identiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que il existe différents systèmes. Il y avait le système européen, continental, le système anglo-saxon. On avait encore un autre système qui était, comment dirais-je, chinois, où on avait des unités de mesure qui étaient complètement différentes.
Or, on s'est aperçu, c'est que ces unités de mesure avaient des références différentes. On pourra le voir tout à l'heure quand je vais définir la température, où on a 3 façons de calculer, enfin de mesurer la température. Et donc automatiquement, il a fallu un jour, il a fallu se décider à harmoniser tout ça. Et donc il y a eu un très grand congrès qui a été organisé fin du 19e, début du 20e, qui a établi les fondements du système international, où on a déclaré la mesure de température, c'est le degré Kelvin, la mesure de la chaleur, donc de l'énergie, c'est le joule, etc., etc., etc. La mesure de distance, c'est le mètre. Alors que, par exemple, dans le système anglo-saxon, c'est le miles, c'est le Fahrenheit pour la température, etc. Donc on a voulu, c'est vraiment essayer d'harmoniser toute cette partie-là. C'est pas le cas, puisque de toute manière, les Américains continuent, c'est avec leurs unités de mesure, les Anglais avec d'autres unités de mesure. Mais ceci dit, on a quand même une base de correspondance qui est compréhensible pour absolument tout le monde. C'est une sorte de tentative de dépoussiérage des étagères scientifiques, qui est pas si mal, mais qui n'est pas, comment dirais-je, encore complètement... Oui, chacun reste. Et puis nous, on parle en degrés Celsius et pas en degrés Kelvin. Au final. Alors, l'avantage du degré Kelvin et du degré Celsius, c'est que la conversion est très simple. Oui, avec le degré Fahrenheit, c'est pas la même chose. Non, c'est un peu plus capillotracté, en effet. Si t'as pas une calculatrice, ou alors faut être très bon en calcul mental. Oui, alors, moi je suis pas bon en calcul mental, donc je préfère travailler en Kelvin ou en Celsius. Donc pour revenir sur la chaleur, donc comme c'est un changement d'état et puis une émission d'énergie, la chaleur peut se générer de façon différente. On a des réactions chimiques, qui sont par exemple la combustion d'un carburant, essence, fuel et autres. Des réactions nucléaires, qui sont en fait c'est une émission d'énergie pure, avec les différents comment dirais-je, durée de vie des atomes. Et des dissipations. Alors les dissipations, c'est très simple, hein, c'est je frotte ces deux surfaces. Automatiquement, on met en contact des éléments où on casse en partie des molécules, donc une émission d'énergie, donc émission de chaleur. Et voilà. Donc ensuite... Du coup, juste pour tes émissions de chaleur, oui. Ça se joue à différentes échelles, c'est-à-dire que tu as une échelle entre guillemets atomique avec l'échelle nucléaire, oui. Une échelle moléculaire avec l'échelle chimique, et puis le frottement c'est quand même à une échelle macroscopique. Oui, c'est macromoléculaire en fait. Hein. Donc on reste quand même à ce niveau-là. C'est pas parce que je frotte ces deux morceaux de bois que en fait faut pas travailler au niveau moléculaire, parce que ça se situe vraiment comment dirais-je, à la surface de contact. Et la surface de contact, quand on voit, c'est sur plus on agrandit les surfaces, plus on voit, c'est que même surface parfaitement lisse, et tout sauf lisse, c'est des excroissances, c'est des canyons. Donc voilà. Donc il existe 3 modes de... ah oui, j'étais un tout petit peu trop vite. Pour finaliser sur la chaleur, il existe 3 modes de transmission de chaleur. La conduction, qui est en fait le transfert de chaleur à travers les matériaux solides. La convection, qui est le transfert de chaleur à travers la matière fluide. Donc ça peut être à la fois l'air comme l'eau. Donc les deux états non stables, puisque l'état le plus stable reste quand même la matière solide. Et enfin le rayonnement, qui est en fait un transfert de chaleur, mais enfin d'énergie plutôt, sans support, tout simplement. Donc voilà. Une autre définition, c'est la température. Donc la température, c'est une grandeur physique qui permet de quantifier, c'est l'état d'agitation thermique. Justement des molécules dont on parlait tout à l'heure. Elle se mesure avec un thermomètre, oui, c'est un peu
la grande surprise. Et donc elle s'exprime en Kelvin dans le système international. Donc là on a les trois exemples de la mesure de la température qui sont le degré Kelvin, le degré... Ah, il y a un petit loupé. Le degré Kelvin, donc, où on a le zéro absolu qui est 0 degré Kelvin. Le degré Celsius, qui est plus communément utilisé, c'est en Europe, qui correspond en fait c'est à la fonte, à la transformation de l'eau, donc la fonte de la glace, donc du passage de l'état solide à l'état liquide à 0 degré, et de l'état liquide à l'état de vapeur. On ne dit pas gazeux, mais de vapeur, puisque c'est le premier état, à 100 degrés. 0 degré Kelvin égale moins 273 degrés Celsius. Et enfin, on a la troisième unité de mesure, qui est donc le Fahrenheit, où la glace fond à 32 degrés et l'eau bout à 212. Juste une petite précision, le moins 273 degrés Celsius, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Tout à fait. Voilà. C'est un état de stabilité, comment dirais-je, c'est l'état où la matière est figée, définitivement figée. Pour la petite remarque, l'espace est à 2 ou 3 degrés Kelvin. D'accord, ouais, c'est pas... D'autres définitions qui sont la condensation, qui est donc le phénomène physique qui fait passer de l'état de la matière à un état gazeux. Non, d'un état gazeux à un état condensé. Donc c'est l'inverse de ce que je viens de dire. La condensation, en fait, j'en parle parce que c'est très important dans le cycle de fonctionnement d'une climatisation. Parce que, comment dirais-je, il y a un phénomène de transfert d'énergie pour pouvoir faire ce changement de phase. Et donc, l'énergie qui va être, comment dirais-je, absorbée à ce moment-là, va être retirée d'un environnement pour être transférée vers un autre. Donc, on va pouvoir contrôler ainsi la température et donc changer l'état de changer la température du dit environnement. Donc là, tu donnes une information assez intéressante, c'est d'indiquer, et donc je reviens dessus parce que c'est assez important, que les changements d'état que l'on connaît, c'est-à-dire liquide, solide, gazeux, induisent des transferts d'énergie. Automatiquement. Voilà, donc au moins c'est clair, et du coup c'est la base de la climatisation, etc. Voilà. Bouffe. Bouffe. Espace disque trop faible. C'est pas ma présentation. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors donc en fait je vous ai dit une bêtise parce que la condensation émet de l'énergie alors que l'évaporation en absorbe. C'est... Mais tu as quand même des transferts d'énergie. Ah mais totalement. Mais après, le fait que l'évaporation et la condensation, c'est très important de savoir, c'est que l'une absorbe et l'autre émet. Parce que automatiquement, ça va être le cycle d'énergie qui va être utilisé dans la plupart des équipements où on fait de la production de froid. Mon réfrigérateur, par exemple. Ouais. Donc l'évaporation, c'est l'inverse. Hein, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et donc, comme je le disais, hein, on absorbe les calories avec l'évaporation. Donc, les différents modes de chauffage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier mode de fonctionnement du chauffage, le premier chauffage qui a existé, se situe à peu près à moins 500 000 ans, à savoir la domestication du feu. Alors, le moins 500 000 ans est très approximatif, parce que c'est tantôt c'est moins 750 000, tantôt moins 8 millions, tantôt moins 400 000. On ne considère pas le chauffage humain comme de se serrer comme des... En fait, c'est seulement pris en compte dans certaines cultures. D'accord. En fait, on considère c'est que le chauffage est vraiment
une action sur son environnement pour pouvoir chauffer une pièce. Donc concrètement, le chauffage humain, enfin les gens qui se rassemblent autour, c'est en effet une première forme de chauffage, mais est-ce qu'on beaucoup de gens pour est-ce qu'on peut réellement considérer que c'est se réchauffer? C'est pas un chauffage, c'est pas le chauffage, c'est se réchauffer. Donc voilà. Donc le feu nous a permis à l'homme, c'est de démarrer. C'est la grande histoire du chauffage. Ça a commencé avec le bois. On suppose dans le mythe humain, c'est que l'homme a découvert le feu suite à un incendie et plutôt comment dirais-je, à un orage où un arbre a été frappé par le feu. Enfin, par les éclairs, et donc le feu aurait apparu. Mais bon, il utilise aussi d'autres types d'énergie qui permettent d'entretenir le feu. Donc on a le bois, bien sûr, le charbon qui reste quand même un dérivé du bois, la tourbe, comme par hasard, c'est toujours du bois. C'est fou. On a quelque chose qui n'est pas dérivé du bois, la graisse, qu'elle soit animale ou humaine, hein, puisque dans certaines cultures, le feu était entretenu de cette manière-là. Super. Olfactivement intéressant. Oui, toujours un dérivé du bois. Pour le coup, on a l'huile. Le pétrole aussi, qui est définitivement, c'est un dérivé final comme par vent, hasard, on a toujours les végétaux qui sont quelque part derrière. Parce que ce soit le pétrole, le fioul, le mazout, l'essence, le gasoil ou autre, c'est toujours quelque part le bois, il y a très longtemps, mais le bois quand même. Et le gaz aussi, comme par hasard. Mais qu'est-ce que c'est à la base? C'est peut-être des dinosaures cette fois-ci, donc c'est plus du végétal. C'est peut-être de l'animal. Une production bactérienne. Oui, c'est vrai qu'il y a en effet des... Ou une production des vaches aussi avec leur méthane. Ouais, mais au départ, ça reste des végétaux. Hein. Oui. à l'entrée des vies estomacs, c'est des végétaux. C'est pas faux. Donc on se chauffe avec des végétaux, bien. Vie. C'est bien les végétaux. De toute manière, on les entend pas, donc c'est pas un problème. Depuis quelques années, donc ça va faire depuis les premières expériences de Nikola Tesla. Ça fait quelques années, ouais. Ouais, ça fait quelques années. On a d'autres sources d'énergie que les végétaux. Et accessoirement, c'est d'autres sources de chauffage. Donc l'électricité, tout simplement. Et ses dérivés. Donc dans les dérivés de l'électricité, on a le pompage de chaleur, qui en fait est un système de transfert d'énergie, mais qui est toujours basé sur l'électricité. Au lieu d'avoir, c'est juste l'électricité type effet Joule, avec la bonne vieille formule U égale RI, qui produit de l'énergie. L'énergie, la chaleur. Donc le pompage de chaleur mer, sol, le rayonnement solaire, qui est de plus en plus, qui revient à la mode, hein, puisqu'il a été longtemps utilisé par, par certaines tribus, mésopotamiennes. Et puis aujourd'hui, avec le four solaire, hein, ça s'entend bien. Et puis aujourd'hui, ça revient au goût du jour avec les panneaux solaires. Alors les deux types de panneaux solaires, thermiques et puis électromagnétiques. Non, électriques en fait, tout simplement, qui produisent de l'électricité. Et puis enfin, les rayons cosmiques, mais bon, la torche humaine, on passera plus tard. Donc, pour domestiquer le feu, l'homme a utilisé quand même un certain nombre d'outils et de systèmes. Le premier, c'était tout simplement un rond de pierre pour faire canaliser les brasero. Justement, après, on a le brasero, qui a longtemps été utilisé pendant toute l'ère, avant JC.
Mésopotamie. Là, on a un exemple de brasero mésopotamiens qui ont été retrouvés. C'est sur sur un site archéologique. Il y a de cela qui date de moins 1500 avant JC. Mhm. Donc là, si je me trompe pas, avec les foyers, avec les pierres et même avec les braseros, l'idée c'est d'éviter de perdre le transfert de chaleur inutilement sur les côtés. C'est vraiment Voilà. de cibler et de Alors, pouvoir l'utiliser. en fait, Ou c'est pour pouvoir diffuser la chaleur de façon indirecte par le dessous, enfin en tout cas pour le brasero, et surtout éviter de se brûler. et l'orienter un petit peu, quoi. Exactement. Un dérivé du brasero, la cheminée, dont on est actuellement à l'intérieur. Dedans, ouais. D'ailleurs, les photos que vous pouvez voir sur le slide, c'est deux cheminées qui sont ici à Celles-sur-Cher, Au hasard. comme par hasard. Celle Belle de droite est illustration. donc le foyer Où où on nous est sommes, dedans, ouais, bien sûr. et l'autre c'est une des cheminées de la tour Sully, je crois, ou la tour Béthune. Il faudra demander à J'ai l'impression notre que c'est celle de châtelain. la reine juste au-dessus, non? À côté du flux 2. C'est possible. En fait, je les ai prises, mais je n'ai pas vu exactement où ils étaient. De toute façon, il y a tellement de cheminées dans ce château que tu t'y perds. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au Moyen Âge, une pièce à vivre, hein, s'entend bien, est égale à une cheminée. On n'a pas de système central comme on peut avoir aujourd'hui. Je vais en parler un tout petit peu après, mais chaque pièce a son équipement de chauffage qu'on vient alimenter au fur et à mesure. Donc la cheminée est un exemple type. On a aussi, c'est le poêle, qui est là, c'est un poêle c'est une photo qui est tirée du château de Königsberg, où on a un magnifique poêle en faïence et en fonte qui est, comment dirais-je, sur la photo. Alors ce qu'il faut savoir avec le poêle, c'est que c'est le premier équipement de chauffage où la chaleur est diffusée, pas directe comme l'est la cheminée. Donc la chaleur est moins agressive. Elle dure aussi plus longtemps par rapport à ça. On a un phénomène d'inertie qui apporte, c'est une première forme de confort, outre le fait c'est qu'il fasse chaud, quoi. Donc justement, j'abordais le sujet du système de chauffage actuel, qui est donc le chauffage central. Où c'est le principe classique. On a une chaudière, donc une source de chaleur, une distribution de plomberie qui vient alimenter des radiateurs. Donc les radiateurs, ce sont de simples convecteurs air, eau. L'air étant la pièce dans laquelle est le radiateur, et eau, c'est le fluide qui est issu de la chaudière. qui est à l'intérieur, qui est issu en effet de la chaudière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffage central, en fait, c'est une invention qui est à la fois très ancienne et aussi très récente. Très ancienne parce que les Romains s'y intéressaient déjà à l'époque des thermes, où ils avaient une pièce où ils entretenaient un important feu. Et en fait, dans les murs des différents thermes, ils avaient des espaces qui étaient en fait des canalisations d'air où l'air chaud issu de ce grand foyer circulait. Pendant très longtemps, c'était utilisé uniquement pour les thermes, donc des espaces publics, des grands espaces. C'était pas la maison moyenne qui était équipée de ce genre de chauffage. C'était plutôt les palais, ou en tout cas les très très grandes villas. Pendant très longtemps, en fait, ce système a été utilisé par les Romains, ensuite a été abandonné pour revenir au profit du brasero et de la cheminée. Le chauffage central, tel qu'on le connaît, ou en tout cas on a commencé à le connaître, date réellement de la fin du XVIIIe siècle, avec en fait James Watt qui a voulu tout simplement chauffer son usine
pour que ces ouvriers puissent travailler dans de meilleures conditions et surtout faire des économies sur la consommation de charbon des poêles qui étaient dans l'usine. Parce que ça a un coût énorme, hein. Enfin, ça avait un coût très très important et une crise du charbon avait eu lieu peu de temps avant qui a donc orienté pas mal d'autres types de chauffage qui permettaient d'éviter une perte d'énergie puis surtout un gaspillage d'éléments. Le premier vrai chauffage central donc, qui est arrivé, c'est en 1851. C'est un banquier du nom de Mayer Amschel, baron de son état, qui a équipé sa maison du premier chauffage central avec une chaudière et un système de plomberie moderne qui distribuait la chaleur à travers des radiateurs. C'est très proche de ce qu'on retrouve à l'heure actuelle. Oui, mais c'était vraiment les prémices. En fait, il faut attendre, c'est presque une quarantaine d'années après, pour qu'il y ait une démocratisation du chauffage central et du radiateur tel qu'on le connaît, ou en tout cas qu'on l'a connu, c'est-à-dire les bons vieux radiateurs en fonte assemblés, enfin d'abord en acier, mais qui étaient quelque peu, comment dirais-je, agressifs. On va ne pas s'y coller, quoi. Disons que tu t'y collais une fois, et après tu laissais tes pots, tes morceaux de peau. Et ensuite, on est venu plus sur un système à fonte qui était un peu plus... Ils sont assez agressifs quand ils sont à fond, hein, parce que il y a une grosse inertie dedans et c'est... Mais là encore, la fonte joue pas mal sur l'inertie. Autant l'acier transmet directement l'énergie, autant la fonte, ça met un peu plus de temps. La conductivité thermique de la fonte est moins importante que celle de l'acier. Donc automatiquement, il y a un cumul de chaleur qui se fait. Et ça permet aussi une certaine économie d'énergie, puisque si ça met plus de temps pour traverser et que ça diffuse plus longtemps, voilà, on consomme moins d'énergie. Donc comme je disais tout à l'heure, on revient aussi, c'est sur des formes d'énergie plus naturelles, qui sont le soleil, où on a le chauffage solaire, qui est en fait un système relativement simple. C'est un système de panneaux qui capte en fait l'énergie solaire grâce à des passages de fluide caloporteurs à l'intérieur. En général, c'est de l'eau, mais on peut avoir des produits plus performants qui circulent donc dans un réseau pour alimenter un ballon d'eau chaude dit solaire, qui lui-même va alimenter le réseau d'eau chaude sanitaire et de chauffage du... oui. Voilà, on a un petit schéma où on a le soleil qui chauffe le fluide caloporteur, ensuite l'échangeur chauffe l'eau et l'eau chauffe la maison. Tout est parfait. C'est un système qui aujourd'hui est alternatif, qui est de plus en plus intéressant. Surtout avec le développement des panneaux solaires, en fait, au final, maintenant, ça devient un investissement envisageable pour une maison lambda. Tout à fait, mais le terme que tu viens d'utiliser est très important, c'est un investissement. En fait, l'utilisation de panneaux solaires, c'est avant tout une opération financière. Diminuer ta facture énergétique et surtout faire, comment dirais-je, en sorte, c'est d'avoir un retour sur investissement. Ce qu'il faut savoir, alors là, je dérive un peu sur mon ancien travail, c'est que quand on étudiait, c'est un système de chauffage solaire, on prenait toujours en compte, c'est la durée de vie des panneaux. Bien sûr. La durée de vie de panneaux aujourd'hui, c'est 25 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le calcul de l'apport énergétique, de l'économie d'énergie que tu vas faire et de l'économie sur ta facture, tu le fais sur 25 ans et tu vois en combien de temps tu peux faire ton retour sur investissement. Parce que c'est un investissement, c'est très lourd, c'est beaucoup plus cher que la mise en place d'une chaudière plus
plus tout le système qui va avec, ça prend de la place. Disons que quand on a l'installation de la chaudière, on n'envisage pas non plus la consommation derrière en vrai. Tu l'installes parce que c'est pas réfléchi de la même façon, alors que l'investissement panneau solaire, tu investis beaucoup au début et à la fin, après pendant tes 25 ans, au final tu investis très peu. Derrière, Oui. t'as plus de tout à refournir. Par Alors, exemple, ce qui n'est pas totalement vrai, parce que un chauffage solaire, comme on le dit, et c'est contenu dans le nom, c'est solaire. Donc, quand il n'y a pas de soleil, on a beau avoir des panneaux qui sont très performants, on a toujours besoin d'un appoint. oui, oui. Donc, on a toujours besoin d'une chaudière qui est beaucoup plus petite. Quoique je viens de dire une bêtise, parce que non, en fait, elle est dimensionnée. Aujourd'hui, on a une obligation, c'est de dimensionner la chaudière comme s'il n'y avait pas de panneaux solaires. C'est juste une opération économique pour diminuer sa consommation au niveau de la chaudière. Et c'est possible d'installer des panneaux solaires et de ne pas avoir une chaudière ou d'avoir juste un appoint, Alors, c'est un risque. appoint électrique par exemple? Bien sûr. Voilà, Une chaudière, c'est pas nécessairement quelque chose qui est alimenté par le gaz ou par le fuel. Ça peut être très bien une chaudière électrique. Hein. Il y a de très bons équipements qui existent, une bonne technologie. Disons que depuis le choc pétrolier, le premier choc pétrolier, les gens ont commencé à se retourner sur ces autres systèmes de sources d'énergie alternatifs pour la bonne et simple raison, c'est qu'à un moment donné, avec l'explosion des prix, coûts financiers, on s'est vraiment engagé sur ces systèmes-là. Alors, au début, c'était très cher. Le retour sur investissement, en général, était quasi nul, hein, parce que les panneaux solaires, aujourd'hui, on parle de panneaux solaires qui durent 25 ans, mais moi, je vais dans avant, c'était beaucoup moins. La méthode de calcul pour un retour sur investissement sur du panneau solaire, de toute manière, c'est sur 5 à 8 ans. Il faut qu'au bout de 5 ou 8 ans, le système soit rentable. Bon, c'est comme ça que le monde du bâtiment travaille. Mais un panneau, 25 ans, c'est intéressant. Mais c'est pas le seul élément aussi à prendre en compte, puisque c'est pas le seul élément du système. Mais bon, là, je crois que je suis un peu parti un peu trop loin. Donc voilà. C'est un système de chauffage. Hein. C'est le futur du chauffage. C'est un des futurs. C'est une des futures sources d'énergie alternative qui sera de plus en plus présente. Et à mon sens, je pense que c'est même la source d'énergie alternative la plus prudente. Parce que le solaire, l'hydraulique... alors l'hydraulique, aujourd'hui, on est saturé, donc ça peut malheureusement pas être une alternative. Mais par contre, comment dirais-je, les autres systèmes comme l'éolien sont trop sujets à des variations. Quand on n'a pas de vent, on n'a pas de vent, alors que le soleil, on en a toujours. Hein, même, encore moins prévisible que l'absence de soleil, du coup. Ouais. Tu vois, sachant que même quand on n'a pas de soleil, enfin un soleil direct avec pas de nuages, le système solaire, enfin le système de chauffage solaire fonctionne. oui, bien sûr. L'albédo, donc la réverbération de la lumière, tout ça fonctionne à moindre rendement, certes, mais ça fonctionne quand même. Donc je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des principaux systèmes de chauffage. On va passer maintenant à la climatisation, qui est l'art de contrôler son environnement, tant par la température, donc la baisse de température, mais aussi l'hygrométrie. À la différence du rafraîchissement, qui est juste de baisser la température d'une pièce, où on n'a aucun contrôle hygrométrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la climatisation est un sujet qui trotte dans la tête de l'homme depuis aussi pas mal de temps. Alors, peut-être pas autant que le feu, mais déjà à l'époque des Romains, les grosses chaleurs étaient assez insupportables. Le climat méditerranéen oblige. Et, on a bien senti ça les dernières semaines, donc. Ouais. Et même ici, mais pourtant on n'est pas en climat. On n'est pas trop dans le sud, mais on est bien. Et donc les Romains avaient déjà, ont commencé déjà à
je pensais à se pencher sur la question, mais de façon très basique. En fait, on a un empereur romain, l'empereur Élagabalus, qui a décidé de faire son premier traitement climatique en apportant une montagne de glace. C'est tout sauf, comment dirais-je, enfin c'est un gaspillage d'énergie énorme, autant par les hommes que par le fait d'apporter de la glace. Alors là, pour le coup, on utilisait les glacières dont tu as parlé tout à l'heure. Et c'était la première source de rafraîchissement connue et utilisée par... donc c'est les prémices de la climatisation. Donc là, pour le coup, sur le gaspillage d'énergie, c'était à Dodane, importer des montagnes pour avoir juste à côté de sa villa du frais. Par contre, entre-temps, il y a tous les humains et les ânes, ils se réchauffaient bien pour aller récupérer la glace, quoi. C'était des esclaves. Oui, remarque, Où est le problème? Ouais, Voyons. Où est le problème? Bon, face à ce gaspillage d'énergie énorme, et puis surtout la difficulté de pouvoir rentabiliser réellement pour le bien de tous, mais surtout le bien d'une élite ou de très peu de monde, la montagne de glace a été un peu abandonnée assez rapidement et globalement la climatisation se limite à juste du rafraîchissement et le rafraîchissement c'est un peu l'ancêtre du ventilateur qui est juste derrière moi et qui est le très bienvenu, c'est l'éventail. Ah bah oui. Donc là pour le coup on utilise, c'est un peu ce que je présentais tout à l'heure sur les transferts de chaleur, c'est la convection, c'est-à-dire un fluide qui passe le long d'un solide et ce phénomène ô combien formidable qu'est la douce caresse du vent sur la peau pour pouvoir faciliter, c'est l'évaporation et donc automatiquement... Avec un changement du coup d'état et du coup une perte de température. Exactement. Bon, globalement, ça a été la technique qui a été le plus utilisée pendant près je pense, de 4000 ans. Pour la petite histoire, on attribue, c'est l'invention de l'éventail à un Chinois, il y a 3000 ans. Malheureusement, on a perdu son nom. Mais bon, c'est un peu comment dirais-je, les prémices du rafraîchissement. Bon, on n'a plus de logo derrière, c'est malheureux. Attends, il y a un truc. Attends, je reviens. Hop là. Pendant très longtemps, donc outre l'ancêtre du ventilateur, la seule méthode qu'on avait, c'est comment dirais-je, de rafraîchir une maison ou une pièce, c'était son architecture. Donc l'ordonnancement des pièces, qui était fait de façon extrêmement intelligente, selon les différents sens du vent, permettait c'est de pouvoir avoir ce balayage d'une brise naturelle à travers le bâtiment. Enfin, le bâtiment, la maison, la grotte. Quoique la grotte, en général, on la subissait plus qu'autre chose. Elle la brise pas trop. Hein. Ouais. Donc concrètement, dans les constructions traditionnelles du Moyen-Orient, on ouvrait les fenêtres à côté, à l'ombre, et en fait, comme ça, l'air pouvait circuler grâce à ce formidable état qui est l'air chaud monte et puis l'air froid descend. Ouais. Donc, comme ça, on avait un cycle de comment dirais-je, de vent naturel qui s'organisait. Le réel début de la climatisation, on l'a au début du XXe siècle. C'est super tardif. C'est très 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 tardif.
La climatisation, en fait, doit ses lettres de noblesse à une chose, l'électricité déjà, dans un premier temps, puisque de toute manière, on ne peut pas faire on pourrait faire de la climatisation sans électricité, mais ça nécessiterait beaucoup de bras. Ça veut dire chauffer à un autre endroit, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Et surtout, il faut attribuer ça, c'est aux Américains. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains comment dirais-je, ont un esprit, pour une fois, très innovateur. Non, c'est pas vrai, ils sont très innovateurs, mais surtout, ils ont su marier le réfrigérateur avec le ventilateur. Concrètement, on doit ça à James Willis, qui est non, James Willis, non, c'est Willis Carrier, qui est en fait l'inventeur du premier du premier dispositif de climatisation moderne tel qu'on l'entend, c'est-à-dire une machine qui produit du froid et un ventilateur qui le diffuse dans la pièce, puisqu'avant on avait des petits systèmes qu'on appelle aujourd'hui des systèmes Windows, où c'est une espèce de petit cube. Mm-hmm. Concrètement, c'est vraiment un réfrigérateur avec son système de compresseur et d'évacuation de calories, et le ventilateur qui est associé. Alors, c'est exactement le même système qu'il y ait, enfin entre guillemets. Là, récemment, tous les magazines pseudo-scientifiques avec la canicule nous ont recommandé de fabriquer des ventilateurs, des climatiseurs maison avec une glacière et un ventilateur. Ouais. Et de l'eau. C'est un peu ça. En fait, c'est même définitivement ça. Ouais. Bon, à part que c'est, à mon sens, pas très... c'est énergivore. En fait, on revient aux années 1925, où Willis Carrier commençait à faire sa fusion du ventilateur et du réfrigérateur. Concrètement, moi je pense qu'il est préférable d'aller dans les centres commerciaux. Déjà on fait tourner l'économie et ensuite les centres commerciaux de toute manière sont climatisés. Donc pourquoi s'embêter avec une fabrication maison c'est beaucoup plus simple comme ça. L'avantage de la climatisation, c'est aussi le contrôle de l'hygrométrie. C'est ce que tu disais au début. Ouais. Voilà, par rapport au rafraîchissement, parce que les premiers, le climatiseur que nous avait proposé, qu'a proposé Willis Carrier, c'était vraiment pour du rafraîchissement. Là, il a été bien au-delà du système et il a fait son contrôle hygrométrique. Oui, c'est. Donc, là encore, il était pragmatique. Le but du jeu, c'était de contrôler le taux d'humidité dans l'imprimerie où il travaillait. Ah du coup, il avait une utilité. Il y a toujours une utilité. D'abord, la fonction économique, donc le papier, et ensuite, coup de bol, c'est les hommes qui ont su aussi en profiter un peu. Donc là, il y a une photo de Willis Carrier en 1915, qui date de 1915, pour rendre hommage à cet homme qui nous a quand même apporté un joli... un souffle de fraîcheur. Ouais, un souffle de fraîcheur. Donc son système, il l'a dévoilé, c'est en 1925, et c'est le premier bâtiment à avoir profité du premier système de climatisation du bâtiment. C'est le Rivoli Theater à Times Square, à New York, où en fait les gens vont en profiter pendant tout l'été, parce que New York en été il fait très chaud. D'accord. Du coup, et ça booste l'économie parce que les gens vont au théâtre. Exactement. C'est parfait. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure les centres commerciaux, c'est qu'on va faire des courses et puis on est au frais. Il y a plein de gens qui disent en plus qu'il faut aller au cinéma parce que c'est climatisé. Et c'est vrai qu'en été, les cinémas ils tournent beaucoup parce que c'est des lieux qui sont bien climatisés.
D'ailleurs, c'est là où ça devient dangereux, c'est que Presque trop. quand la clim d'un cinéma tombe, on le sent. Ah oui, Et très, très, très très, rapidement. très rapidement. Donc, ensuite, le principe de la climatisation, c'est un cycle, hein. C'est un simple cycle de changement d'état. C'est le fonctionnement il est identique quelle que soit la machine de production. Globalement, il extrait les calories d'un milieu chaud pour les envoyer. Enfin, non, il extrait, comment dirais-je, l'énergie d'un milieu froid. Oui, bah oui. Oui, enfin, j'ai noté ça. En fait, c'est plutôt l'inverse. Si on extrait les calories d'un milieu chaud pour pouvoir justement avoir un milieu froid, pour pouvoir les évacuer dans un milieu froid qui est ailleurs. Donc concrètement, on prend les calories pour pouvoir les balancer ailleurs. Donc le fonctionnement d'un climatiseur est donc basé sur le changement d'état de fluide frigorigène dont je parlais tout à l'heure. Et après, le déplacement de ces calories. Voilà, exactement. Donc l'évaporation du fluide absorbe cette chaleur, et puis la compression de ce fluide la restitue. D'où l'intérêt, c'est d'évaporer dans la pièce, qu'on veut rafraîchir, et de comprimer, oui, comprimer plutôt, pas compresser, là où on s'en fout, quoi, concrètement. Donc typiquement dehors, quoi. Typiquement dehors, ou en tout cas, pas nécessairement en fait. Parce que l'une des utilisations de la climatisation, c'est aussi de pouvoir réutiliser cette énergie. Donc on a toujours besoin d'eau chaude sanitaire. Donc on peut réutiliser cette chaleur qu'on extrait d'une pièce. Ça te permet, c'est de diminuer aussi ta facture d'énergie pour quelque chose que tu as en permanence, dont tu as permanence besoin. Donc voilà, donc là en fait, je vais illustrer tout de suite le système derrière. Donc on a en 1 l'échangeur évaporateur, où le froid lié à l'évaporation du fluide est transmis à l'air, donc la chaleur est absorbée. Un compresseur qui comprime le fluide frigorigène en augmentant à la fois sa pression et sa température. Un échangeur condenseur où le gaz, en se condensant, cède sa chaleur vers le système extérieur où on s'en fout, quoi. Et puis le détendeur où on effectue la diminution de pression du liquide pour pouvoir recommencer le cycle, pour pouvoir, une fois de plus, faire le cycle de l'évaporation et ensuite et ainsi de suite. Donc voilà. Donc en mode refroidissement, l'évaporateur refroidit l'air du local traité, le condenseur cède. Je me répète un tout petit peu, voire même peut-être un petit peu beaucoup. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le cycle de la climatisation qu'on vient de décrire peut être utilisé aussi, c'est dans du chauffage. C'est-à-dire que on prend les calories de l'extérieur, aussi faibles qu'elles puissent être, et on les restitue à l'intérieur. Donc on passe en mode chauffage. En inversant le système. En inversant le système. Donc le diagramme qu'on avait en fait tout à l'heure, c'est le système de la vanne 4 voies qu'on voit en 5, qui permet en fait de switcher ce système. Alors, on va dire que 80% des systèmes aujourd'hui ne fonctionnent que dans un sens, pour une question de facilité. Mais on a de plus en plus de systèmes inverteurs qui permet en fait de passer en mode chauffage, toujours sur le système, sur le même principe, ce que je veux dire. Voilà. Donc on va passer là-dessus derrière. Ça on l'a vu. Ça, une fois de plus, c'est toujours la même chose, mais dit d'une façon différente. J'ai une tendance
à me répéter. En fait, je l'ai fait 2 fois. Le compresseur comprime le fluide frigorigène. Donc, c'est les 4 phases de la climatisation que tu as décrit tout à l'heure. Exactement. D'accord. Hop. Ça aussi, on va... Non, on va tourner. Voilà. Donc là, en fait, on a un peu le principe de changement de phase et donc de changement de température et de pression du fluide, où on peut suivre, comment dirais-je, ainsi, c'est le cycle de... c'est le cycle de Mollier, en fait. C'est le diagramme de Mollier qu'on a sous les yeux, qui est donc le cycle de changement d'état de température et de pression du fluide, qui permet en fait ce transfert de chaleur entre le compresseur, son environnement, l'évaporateur, son environnement et les échangeurs et les différents échangeurs. Donc on a une compression adiabatique, une condensation isotherme, une détente adiabatique et enfin une évaporation isotherme. Alors je ne vais pas entrer dans le détail parce que... Tu peux peut-être préciser pour les gens qui nous écoutent ce que ça veut dire isotherme et adiabatique. Alors isotherme, c'est à température constante et adiabatique, c'est, comment dirais-je, à pression constante, tout simplement. Donc en fait, il y a 4 phases et il y en a 3 qui sont constantes, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, tout à fait. Enfin, constante, à température ou à pression constante. Oui. Donc voilà. Ouais, je vais pas rentrer dans le vu l'heure et puis bon, je pense qu'on commence à être un peu. Il nous reste une dizaine de minutes. Ouais. Voilà. Donc en fait derrière, je vais présenter plutôt les éléments qui constituent une machine, un système de climatisation. Et je pense que ça sera plus intéressant, puis plus concret aussi. Parce que les gens je ne sais pas si les gens ont l'habitude, mais bon, en fait, on croise des équipements tous les jours, sans savoir que ça peut participer éventuellement à un cycle de climatisation. Un peu bordélique tout ça. Donc le premier élément qui participe, c'est un système de chauffage ou de climatisation, c'est l'échangeur, qui en fait un simple système qui met, sans mettre en contact de fluide, permet ce transfert de chaleur. Donc en général, c'est plutôt des plaques métalliques avec un système de fluide qui sans s'échanger se rencontrent. Donc on a différents systèmes qui existent. On a le courant parallèle, où on a 2 fluides en fait concrètement qui circulent dans le même sens dans l'échangeur. C'est pas très efficace. En général, on utilise plutôt des systèmes à contre-courant, où là on a un meilleur taux de transfert d'énergie, parce qu'on a une différence de température à l'entrée du fluide qu'on doit chauffer, qui est un delta de température plutôt qui est plus important quand on a les 2 systèmes à contre-courant. Alors juste pour préciser, les transferts thermiques, comme les transferts de matière, sont plus rapides quand les différentiels de température sont bien marqués. Oui. C'est-à-dire que quand on a 1 degré de différence, le transfert de température va arriver dans un état stable, mais en mettant beaucoup de temps, alors que si on a 10 degrés de température, les transferts se feront... Tout à fait. En fait, les transferts d'énergie, c'est simple. Hein. C'est une formule qui est l'énergie est égale à la masse multipliée par la capacité calorifique multipliée par le delta de température. Donc c'est ça qui... plus le delta de température est important, plus l'énergie est importante. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes, Donc je vais aller plus vite. Ah oui, bah oui. Hein. Donc on a plein de systèmes. On a le système à courant croisé, donc c'est plus une sorte de mélange plus important. Les échangeurs tubulaires sont basés là-dessus. Après, on a j'avais mis d'autres systèmes. Le système à tête d'épingle, ou à contact direct, ou à mélange. Alors le système à mélange, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas très intéressant parce qu'en fait, c'est un peu le bordel. Et
n'a pas une certaine, on peut pas en fait doser une certaine efficacité sur le système. C'est comme si on mettait dans un ballon de l'eau chaude et de l'eau à température ambiante. Et puis là, j'ai un transfert de chaleur. Donc j'ai un échangeur. Et l'eau qui sort du ballon, elle est plus chaude, mais enfin que celle qui avait été mise initialement. Mais voilà. C'est pas... Bon, on va passer rapidement sur celui-ci. Vas-y. Ah, pas... Donc là, quelques exemples Ah, ça, je d'échangeurs. Donc un échangeur à plaques, où en fait c'est une accumulation de plaques autour de 4 axes qui sont les unes aux autres plaquées, et on a le fluide qui passe à l'intérieur des plaques et qui sont en fait en général réfléchis pour le coup. Là dans cet exemple-là où c'est un échangeur à plaques à double fluide, selon une plaque de chaud, une plaque de froid, une plaque de chaud, une plaque de froid. Donc voilà. Ensuite, Ça, c'est le champ d'échangeur à plaques qui est typiquement utilisé pour les traitements du lait aussi en industrie alimentaire. D'accord. C'est exactement ça qui est utilisé pour les traitements. Alors en fait, pas forcément pour la pasteurisation, mais c'est utilisé pour les transferts thermiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'échangeur à plaques, c'est l'échangeur le plus simple à mettre en œuvre. Dans l'industrie ou dans le bâtiment, plus on veut un échangeur qui est, comment dirais-je, avec une capacité importante de transfert, il suffit juste de rajouter des plaques. Ah oui, voilà. Donc c'est le plus simple à mettre en œuvre, et techniquement c'est aussi le plus simple à créer. Et dans l'agroalimentaire, c'est le plus simple à nettoyer. Parce Aussi. que quand tu as des protéines qui se collent dessus, il faut nettoyer derrière et du coup... Oui, on retire les plaques, Voilà, on a juste un sujet d'étanchéité voilà. où il faut s'assurer, c'est que quand on réempile le système de gaufres... Dans le bon sens. Voilà. Non mais ça m'étonne pas. Donc après on a l'échangeur tubulaire. Donc lui est beaucoup plus performant que l'échangeur à plaques, mais il nécessite un développement technique beaucoup plus lourd. Et donc après il faut savoir jongler entre comment dirais-je l'investissement et l'efficacité. Ensuite on a le compresseur. Donc le compresseur, c'est là où on va tout simplement changer l'état du fluide, et où on va justement restituer la chaleur, enfin en tout cas l'évacuer d'une manière ou d'une autre vers un autre environnement. Donc il existe aussi tout plein de compresseurs différents. On a le compresseur à vis, où en fait le fluide est admis à l'aspiration, comme on voit sur le dessin, et il passe en fait dans une vis sans fin, enfin deux vis sans fin, où il est comprimé grâce aux différentes à la forme des volutes, et où on a donc un dégagement de chaleur induit. On a un autre compresseur qui est le compresseur scroll, qui est c'est joli, ça tourne. Oui, c'est la seule animation du pendu. Et mais surtout c'est le système qui avec le système à vis qui est le plus souvent retrouvé dans les machines à groupe frigorifique. C'est aussi le plus simple à mettre en œuvre. Et c'était, je crois, celui qui était utilisé par le climatiseur de Willis Carrier. D'accord. D'ailleurs, l'entreprise Carrier, sans vouloir faire de pub, reste l'un des numéros 1 mondiaux dans les systèmes de production de froid. D'accord. Donc ils ont été les précurseurs, ils sont restés, quoi. Oui. Et d'ailleurs, la méthode Carrier, qui est la méthode qui permet en fait, qui est une sorte d'exemple de méthode pour pouvoir dimensionner son système de climatisation, est l'une des deux références. D'accord. L'autre référence, j'ai un trou. Il y a la méthode Carrier et la méthode Ashrae, qui sont les deux méthodes de calcul de référence pour tout ingénieur de clim en conception. Et ils ont une avance technique. C'est la Rolls-Royce, quoi. Ouais. Pour le coup, c'est la Rolls-Royce, mais ils sont très chers. Hein. C'est une Rolls-Royce.
Donc voilà. Ensuite, un autre système, c'est le système à palais, qui est beaucoup moins souvent utilisé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui est un système de compression qui est assez original, parce qu'en fait, c'est un système à capacité variable, D'accord. qui joue avec un système de palais qu'on peut voir sur le schéma en vert, et qui en fait suit la forme de l'ensemble, avec des petits pistons. Et plus on tourne, bah, en fait, plus la zone est comprimée, comprimée, comprimée jusqu'au refoulement. Bah, voilà. Et puis après, bon, bah, c'est le principe de la pompe à chaleur, où justement on a le circuit de captage, enfin ce que j'expliquais tout à l'heure, l'évaporateur, le compresseur, le condenseur, le détendeur, et tout le système. Voilà. Eh bien, waouh. C'est dur. J'avoue que je pense que j'ai été un peu brouillon sur ces explications. Je vous en prie de m'excuser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que je pense qu'on a fait que réellement effleurer La complexité. la complexité du système. Enfin, c'est Parce pas tant qu'après, complexe, c'est juste que... après, tu as quand même une perspective de dimensionnement. Parce que Ah, quand totalement. quand tu dois chauffer ou climatiser une pièce comme ça, c'est pas la même chose que si c'est un appartement de 20 mètres carrés, quoi. Ah, tout à fait. Bah, en fait, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure sur la méthode Carrier, en fait, la démarche d'un ingénieur dans le bâtiment pour la climatisation est relativement simple. On établit déjà, c'est des hypothèses où on va déterminer c'est la chaleur dans la pièce. Donc on prend en compte les apports d'énergie solaire, donc extérieurs à la pièce, les apports d'énergie intérieure, qui sont bah, en général nous, hommes, ou femmes d'ailleurs, ou chiens, chats, êtres vivants, Cochon, vache, enfin tout ça. tout élément dégageant de la chaleur. Les équipements. Moi, je vois pour un immeuble de bureau, on a 3 paramètres qui apportent de la chaleur dans une pièce. C'est le soleil, l'homme et les machines. Oui, parce que du coup, dans les bureaux, tu as les ordinateurs, ça tourne, ça chauffe et voilà. Oui, étrangement, les ordinateurs, ça chauffe quand ça réfléchit. Surtout quand on a 5 ou 6 dans un même bureau. Ouais. Ouais, un peu comme pour les on the web. Oui, il y en a plus que 5 ou 6, mais ouais, ça Mais chauffe. bon, Voilà. je pense que là, tu fais l'expérience type Exactement. du, Donc, on the web, on a bien besoin d'une climatisation et ouais. pas de chauffage. D'ailleurs, il y a eu là on parle sur la climatisation liée aux équipements. Il y a eu un reportage il y a de ça quelques jours sur les data centers, la source d'énergie entre guillemets polluante d'aujourd'hui et de demain. Je vous invite à le regarder parce qu'il est très très intéressant. Déjà, il parle de Google, Facebook et compagnie, mais surtout, on découvre pas mal de choses sur C'est les surtout systèmes de qu'on climatisation. pensait pas que c'était un des problèmes essentiels en fait d'Internet et puis de notre communauté aussi 2.0, on va dire ça comme ça, Ouais. et que c'était l'évacuation de la chaleur, parce que c'est vrai que les data centers maintenant ils sont dans des pays froids type la Suède, la Finlande ou le Danemark, juste parce que déjà de base le pays est froid et ça permet d'évacuer la chaleur. Et c'est quand même des choses. Enfin, c'est vrai que je pense que c'était pas le problème qu'ils avaient vu venir, hein. Bah en fait, Parce que je pense que c'était plus sur la capacité informatique vraiment pure et dure, de la quantité de données, le transfert de données, la vitesse, etc. Potentiellement sur la quantité de serveurs, et vraiment sur la technique. Et en fait, c'était pas tant qu'on ne voyait pas arriver le problème, c'est qu'on ne s'en préoccupait pas. Ouais. Jusqu'au jour où on s'est aperçu, c'est que le système, c'était du marche ou crève. Et dès lors qu'on passe dans ce mode où tout est dématérialisé, tout passe par le data center, bah, là, on se rend compte, c'est que il n'est pas admissible, c'est que les systèmes s'arrêtent. Et donc, il faut climatiser, il faut se rafraîchir en permanence, il faut maintenir le système coûte que coûte. Et donc, ça engendre aussi une consommation d'énergie énorme. Et donc, c'est vrai que c'est un peu
une source polluante à laquelle le grand public, moi j'aurais tendance à dire que les spécialistes le savent, mais préfèrent pas le dire. Ouais, évidemment. Et voilà, mais ce reportage est vraiment très très intéressant pour ça. Typiquement, là on a c'est les hypothèses. Quelles sont les sources de chaleur et qu'est-ce que ça apporte comme chaleur et qu'est-ce que je vais devoir combattre pour pouvoir se maintenir une température. Donc, tout simplement, le système comment dirais-je, se définit par les grandeurs énergétiques qu'on disait tout à l'heure, à savoir les apports solaires, les apports par conduction, les apports par rayonnement. Ensuite, par les dégagements calorifiques des personnes, les dégagements calorifiques des machines. Et puis à partir de ça, il faut trouver si le système le plus adéquat avec le budget qu'on a. Ouais. C'est bête, ça, hein, mais une fois de plus, c'est toujours le budget. J'ai toujours le fric à la bouche, moi c'est terrible. Mais voilà, donc pour le coup, la méthode Carrier et la méthode Ashrae, c'est la méthode de dimensionnement, je dirais, de la climatisation pour les nuls. D'accord. Donc voilà. Super. Bon, on va s'éloigner un peu du ventilateur, du coup, on va laisser la place ça c'est terrible. À la suite. Hein. On va aller à la ventilation naturelle dehors, si tu veux. Non, c'est surtout par l'évaporation de l'orage qu'on a eu. Avec une hygrométrie à outrance. Et donc, sur la suite, je crois, c'est sur Skype également avec Gulevicis, je crois. Hein, c'est ça? D'accord. Ah oui, c'est la suite c'est l'expérience en elle-même. C'est ça. Parce que là, ils étaient en hacking social. Et ils étaient sur Homer en haut. Ah oui, c'était Homer, mais je crois. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Voilà, donc on va vous laisser. Oui. Et moi, je dois remonter en haut parce que je dois aller voir Agatha. Tu dois monter en haut? Tu dois monter en haut. En tout cas, merci beaucoup. Puis j'espère que ça a pu éclairer un peu les gens. Merci. Au revoir.